Fidèles auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de ce soir que je suis ravi de vous présenter. Votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Et cette semaine, les faits qui ont marqué l'actualité et qui ont retenu notre attention s'articulent autour d'eux. Tout d'abord, l'annonce dimanche du dépôt des armes par l'Union des forces patriotiques pour la refondation de la République UFPR, un mouvement politico-militaire qui a été créé à quelques mois des élections générales de 2020-2021 au Niger. Ensuite, nous parlerons de la 32e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne, une journée instituée en novembre 1992 en commémoration de la marche historique des femmes pour exiger une bonne représentation dans la commission préparatoire en charge de l'organisation de la conférence nationale souveraine débutée le 29 juillet 1991 à Niamey. Enfin, nous terminerons avec ce phénomène de disparition de jeunes filles à Niamey. Pour analyser tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir les confrères Maïmoune Gado, journaliste indépendante, Husseini Sajibo, journaliste indépendant également, et Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation et au niveau du journal Le Canard déchaîné. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deschamps. L'Union des forces patriotiques pour la refondation de la République dépose les armes. Ce mouvement qui luttait contre ce qu'il appelle la corruption, l'injustice, la mauvaise gouvernance depuis sa création, a fait la paix avec la République. L'annonce a été faite dimanche lors d'un point de presse animé à Niamey. Pour rappel, ce mouvement politico-militaire UFPR avait vu le jour en août 2020 à la frontière nigéro-libyenne. Nous nous sommes entendus avec le gouvernement sans condition préalable, a déclaré le président du mouvement Mahmoud Salah lors de cette sortie médiatique. Quelle analyse vous suscite cette décision de déposer les armes prises par ce mouvement qu'on peut appeler politico-militaire, Hussein Issa? Bon. Michel, ils ont pris les armes quand? Ils ont quel fait d'armes à leur action, à leur palmarès? J'aimerais bien le savoir. On sait, ça avait été annoncé en 2020, je crois, comme vous venez de le dire. En août 2020, oui, n'est-ce pas? Un mouvement créé. Et comme ils disent, un mouvement politico-militaire. Et on dit aux confins de la frontière nigéro-libyenne, n'est-ce pas, avec leur base et tout et tout. Et voilà, subitement, je crois, ils sont reçus par le président Bazoum et la semaine dernière, le samedi dernier. Comme ça, à huis clos, je crois, la rencontre s'est déroulée. Ils ont discuté. Et ils sont sortis le lendemain, ils ont fait ce point de presse pour dire qu'ils ont disposé les armes sans condition. Mais au moins, ce qu'on nous dise d'abord, c'était quoi leur revendication exactement? Parce qu'on ne peut pas déposer les armes quand on a pris les armes pour une cause. Est-ce qu'ils sont satisfaits par rapport à la cause? Il faut bien que les gens le cherchent. À la création, ils avaient parlé d'injustice, de détournement de fonds publics, alors, de corruption. C'est fini aujourd'hui. Tout ça là, c'est fini. Aujourd'hui, il y a des mécanismes. Quand ça ne va pas pour dénoncer, on n'a pas besoin de prendre des armes. Alors, ça signifie quoi? C'est une façon d'inciter souvent d'autres personnes à les imiter. On est dans un contexte démocratique. Moi, pour ça, je dis, quand je vois les gens en train d'acclamer pendant tous ces jours, je dis non. Il faut qu'on arrête d'instrumentaliser, comme avait dit l'État. N'est-ce pas?
ils auraient... Et les autres mouvements qu'on a connus, les rébellions qu'on a connues, il y a eu des négociations et tout, n'est-ce pas? Et on est arrivé à des accords et tout. Comme ça, voilà, ils sont reçus par le président Bazoum et ils sortent, ils font une déclaration pour dire ils ont déposé les armes sans condition. Non, il y a des conditions en dessous qu'on n'a jamais dit aux gens. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on se comporte de la sorte par rapport à des gens comme ça. J'ai lu quelque part une interview où on dit non, normalement la place de ces gens, c'est la prison. C'est pas autre chose. Tu prends des armes contre ton pays. Comme ça. Sans raison valable, parce que pour moi, ce n'est pas des raisons valables. Les gens sont en train de dénoncer tous les jours de manière transparente ou ouverte, sans prendre des armes, ces pratiques, notamment la corruption, l'injustice et tout. Mais pourquoi on va recevoir des gens ils ont décidé de déposer. Ils représentaient quelle menace pour le pays? La vraie menace est là aujourd'hui. C'est les histoires djihadistes, machin, terroristes qui tuent tous les jours. C'est ça la vraie menace. Mais maintenant que le président, et c'est ça qui a choqué, que le président accepte de les recevoir pour discuter à huis clos avec eux. On ne sait pas sur quelle base ils se sont entendus. Et ils sortent pour dire qu'ils ont décidé de déposer les armes parce qu'ils vont accompagner la République. Mais alors, c'est trop facile. C'est trop facile. N'est-ce pas? Accompagner la République en quoi faisant? C'est quoi leur proposition d'accompagner la République? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui font dire que on essaie, on banalise quelque part à travers ce genre de comportement. On réduit l'État et on a une force quand même, force de défense et de sécurité. Mais alors qu'on dise que voilà, un groupuscule d'individus, ils viennent, ils sont quoi? Ils représentent quoi en termes de menaces? C'est toutes ces questions-là, les gens ont besoin de savoir. Mais pas qu'ils viennent nous dire qu'ils ont décidé de déposer les armes, c'est fini, nous allons accompagner la République. Mais tout le monde a l'obligation d'accompagner la République. On n'a pas besoin de prendre des armes, tirer quelques coups de feu pour revenir dire qu'on a fait ça sans condition, rien. Alors, c'est sur la base de quoi? C'est un feu de paille. À mon sens, c'est un feu de paille. Ça n'avait pas sa raison d'être. Même cette rencontre, cette audience qui leur a été accordée, pour moi. Pourquoi? Et qui a été faite, il n'y avait personne en présence, juste entre Bazoum et je crois la délégation en question. Moi, je n'ai pas entendu un autre responsable. Et on n'a rien entendu qui a filtré de cette rencontre entre cette délégation et le président Bazoum. Est-ce que ça, c'est normal? Hussein Issa, est-ce qu'il n'y a pas lieu, cependant, de se réjouir de cette entente quand il y a des citoyens S'il te plaît, il n'y a aucun citoyen qui a le droit de prendre des armes comme ça parce qu'il considère qu'il y a corruption. Pas se réjouir parce qu'il y a prise d'armes, mais parce que finalement, ils ont décidé de renoncer. C'est vrai, ils ont amené quelqu'un une qui prend des armes militaire dans le Gado. Oui, mais il y a eu même une situation d'attaque avec mort d'homme. Oui, alors, c'était en juin 2022. On enregistre ça tous les jours avec ces djihadistes et autres et les bandits armés dans la région d'Agadez. On enregistre, ça fait même pas longtemps. Il y a eu un cas où il y a combien de soldats qui sont morts. Alors, c'est sur cette base-là qu'on doit considérer que non, moi je dis il faut qu'on respecte. Une république se respecte, n'est-ce pas? Et les autorités à la tête de cette république doivent faire en sorte que ça se respecte, n'est-ce pas? On a vu quand le MNJ avait débuté, quand Tanja a compris que non, ça va être un précédent dangereux s'il acceptait de négocier, il s'est donné les moyens de les faire revenir à la raison. N'est-ce pas? Et le MNJ était plus offensif que ces gens-là. Il s'est donné les moyens de les ramener à la raison. Moi, je considère que personne n'a le droit de prendre des armes quand tu as les moyens de t'exprimer, de dénoncer quand ça ne va pas et tout. Tu n'as pas besoin de prendre des armes. Tu prends des armes, tu deviens un bandit. Point tri. Pas autre chose. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui s'adonnent, les terroristes djihadistes et ceux-là? Quelle est la différence? Dis-moi. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a une différence? Merci, Hussein Issa. Maïmoun Diado, quelle appréciation l'opinion publique fait de cette décision de ce mouvement politico-militaire? Une décision visant, selon en tout cas le mouvement et les mots de son président, la décision vise à répondre à l'appel du président de la République d'accompagner l'action du gouvernement et de contribuer au développement et à la sécurisation du Niger. D'abord, je veux te dire, Michel, à mon niveau, c'est un non-événement. Pourquoi je dis c'est un non-événement? Parce que, comme l'a dit Ousseini, ceux qui ont pris les armes
et qui reviennent encore pour dire qu'ils vont accompagner le gouvernement parce que le président de la République a tendu la main vers tout le monde. Mais le président de la République avait tendu la main le jour où il avait été investi. Je pense que de la date où il a été investi jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant qu'eux, ils voient dans leur réflexion que c'est parce que le président de la République a tendu la main qu'ils vont venir, en tout cas, renforcer, aider l'État, le Niger, donc, à aller de l'avant. Non. Ils ont parlé de corruption. Ils ont parlé de la mauvaise gouvernance. Ils ont parlé de beaucoup de choses qui les ont permis aujourd'hui, avant de se rebeller. Parce que moi, j'appelle ça une rébellion. Ils se sont rebellés contre un État. Et moi, je ne vois pas pourquoi ils vont revenir et que l'État aussi va leur tendre la main. Non. Je suis en tout cas gêné de voir qu'à l'espace de 2020 à 2022, des citoyens nigériens qui se disent citoyens nigériens qui ont pris les armes pour être un mouvement politico-militaire. Politico-militaire qui s'est servi des réseaux sociaux à un moment donné où c'est là-bas, ils balançaient ce qu'ils voulaient que les gens écoutent. Envoyaient des hommes en treillis. Oui, des hommes en treillis, menacés. Mais Mondiado, même dans le terrorisme, il y a des repentis. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de voir dans ce sens? Est-ce que ce sont des repentis? Ceux qui sont en train de faire le djihadisme, comme l'a dit Husseini, ceux-là, si aujourd'hui ils décident de déposer les armes, ça sera un ouf de soulagement pour tout le monde. Parce que là, c'est vraiment la paix. On veut vraiment la paix parce qu'on sait ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Mais ceux-là qui sont en train d'agir dans l'Aïr ou le Sahara vers Agadez, là, mais est-ce que ce sont les seuls qui sont en train d'agir là-bas? Ils ne sont pas les seuls. Et ils ne sont que minimes. Ils ne sont que minimes. Et aujourd'hui, qu'ils viennent nous dire que, en fait, ils n'ont rien demandé à l'État. Ils n'ont rien demandé comme contrepartie. Qu'ils veulent tout simplement accompagner. Mais vous allez accompagner l'État comment? Peut-être que, comme l'a dit, il y a des ils se sont arrangés autrement. Mais ce qui est sûr, il ne faut pas que demain aussi, on les retrouve comme conseillers au niveau du gouvernement. Parce que ça peut se faire aussi. On peut leur donner des postes. Et parce que venir déposer les armes, et puis nous, on n'a même pas vu les armes. Les armes sont où? Gaga Amadou, est-ce que vous avez une lecture différente de cette décision de l'Union des forces patriotiques pour la refondation de la République? Bon, sur le principe, quelqu'un qui a pris des armes contre son pays qui revient, sur le principe, moi, je ne suis pas contre. Est-ce que vous comprenez? Parce que je me dis, vous avez une tension de moins. Vous comprenez? Bon, maintenant, il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve que dans sa communication, il a été assez maladroit. C'était désastreux, la communication. Là. Le point de presse, c'était un échec. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas dû le faire. Ils n'ont pas bien communiqué. Non, ils n'ont pas bien communiqué. Ils n'ont pas été bien conseillés, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Parce que moi, si j'étais quelqu'un qui devait le conseiller, je vais lui dire non, ce n'est pas le moment. Tu fais juste un communiqué pour dire que voilà, tu annonces la fin de la rébellion. Maintenant, les détails là, quand il y aura la cérémonie de récupération des armes et tout, ça va expliquer. Mais rentrer dans une diatribe où l'ancien régime, c'est la continuité. Donc, c'était maladroit de sa part et il n'aurait pas dû ça. Et ça a été... Donc, ce n'est pas convaincant? Non, il n'a pas été... Puisque les revendications, c'était la lutte contre les détournements des fonds publics. Oui, c'est-à-dire qu'il aurait dû éviter l'exercice qu'il a eu, le point de presse. Ça n'avait pas... Non, ça ne le servait pas. Surtout que c'est quand même quelqu'un qui a du sang sur les mains. Il y a eu une attaque où il y a eu des militaires qui ont été tués. C'était en juin 2022, voilà. Dans le Gado. Moi, si je devais le conseiller, j'allais dire, écoute, Mahmoud Salah, tu as déposé les armes, c'est très bien, n'est-ce pas? Tu as répondu, et c'est mieux que de... Comme Hussein l'a dit, personne n'a le droit de prendre les armes contre son pays. Moi, je déteste les rébellions. J'ai détesté les rébellions du MNJ, j'ai détesté les rébellions précédentes. Je déteste la rébellion de Mahmoud Salah, je la déteste. Je n'aime pas quelqu'un, comme Hussein l'a dit, tu n'as pas besoin de prendre les armes contre ton pays. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas tuer ton propre frère en raison de tes idéaux. Tu vas couler les sangs de femmes. Tu vas faire pleurer une femme et ses enfants.
C'est ce qui se passe. Parce qu'il y a eu une attaque, je crois, il y a eu 2 morts. Donc pour moi... Je ne me rappelle pas du nombre de morts, mais il y a eu mort d'hommes. D'éléments de force de défense. Je pense, 2 éléments de la garde. Un gendarme, je pense. Voilà, un gendarme et un élément de la garde, qui étaient blessés. Voilà, un gendarme... C'était dans le Diado, en juin 2022. Voilà. Mais moi, si je devais le conseiller, elle dit, écoute Mahmoud Salah, c'est très bien, tu es revenu, mais quand tu vas prendre la parole là, même si tu vas faire une communication, demande pardon au peuple nigérien. Et dans le peuple nigérien à qui tu demandes pardon là, se trouve la famille ou les familles des militaires qui ont été tués lors de ton attaque. Demande pardon. Et puis, maintenant, tu ne rentres pas dans les détails. C'est-à-dire, genre, oui, Issouf Mahamadou, patati, patata. Non, tu ne rentres pas dans les détails. Tu demandes pardon, tu as décidé, tu as compris ton erreur. Les armes, ce n'est pas un moyen. Et tu déconseilles même. Voilà la communication. Tu déconseilles aux Nigériens de prendre les armes contre leur propre pays. Mais ça aurait mieux marché sur le plan de la communication. La communication, ça ne s'improvise pas, Michel. Ce n'est pas de l'improvisation. Non, c'est un travail réfléchi. Tu viens, tu t'entoures des gens, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut dire. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Oui, j'ai l'intention. Ah non, ne parle pas de ça. Tu dis, tu demandes pardon et tu as compris ton erreur et tu demandes à tous les Nigériens qui auraient encore aussi l'intention de faire la même chose que l'erreur que tu as commise, de ne pas le faire parce que c'est une erreur de prendre les armes contre son pays. Ça, les gens comprendraient. Les gens vont applaudir. Mais voilà le problème. Mais il y a eu une maladresse dans la communication. Il est parti, il est rentré. D'abord, c'était pas un point de... C'était censé être un point de presse. Ils ont transformé ça en conférence de presse. Et les gens posaient des questions et ils répondaient. Non. Même si tu veux faire une communication, fais un point de presse, tu viens, tu fais ta communication qui a été étudiée par vraiment tous tes conseillers. Et tu viens, tu dis, voilà le communiqué. Si on dit on pose des questions, tu dis, il n'y a pas de questions à poser. Maintenant, il y aura une cérémonie où les armes vont être récupérées, n'est-ce pas? Parce que quand tu dis, le problème c'est que sa communication, pourquoi je l'ai trouvée un peu boiteuse? Parce qu'il dit que non, il a déposé les armes sans condition. Et il dit, après des négociations, c'est écrit noir sur blanc. Et donc quand on négocie quelque chose. Forcément, on négocie quelque chose. Ça veut dire quoi? Mais quand on a négocié, après la négociation, on peut accepter. Oui, mais il y a des garanties qu'on te donne. Mais écoute, Michel, moi je ne sais pas. Écoute, si tu négocies, tu as besoin de garanties. Tu as besoin de garanties sur... De ne pas être poursuivi peut-être par Merci. la suite. Merci. Tu as eu des propositions de ne pas être... Tu as eu en tout cas des garanties de ne pas être poursuivi. Tu as des garanties aussi sur que tes éléments vont devenir. Oui, parce que quand il y a eu les premières rébellions et les deuxièmes rébellions, des gens ont été intégrés. Bien sûr. C'est-à-dire, d'abord, la première des choses, demande pardon. Demande pardon. Pour moi, c'était la première chose à faire. Quand il prend le micro, dès qu'il commence à parler là, je demande pardon au peuple nigérien pour les soucis et les peines que je lui ai infligées à travers mon mouvement. Je demande pardon à la famille des militaires qui ont été blessés ou qui ont été... Et puis maintenant, il enchaîne. J'ai décidé de déposer les armes parce que j'ai compris que c'était une erreur de prendre les armes contre son pays. Pour moi, j'ai compris que la démocratie est la meilleure des choses qu'on puisse faire. S'il avait fait ça là, devant le micro, Michel, mais les gens vont applaudir. Merci, on vous a bien compris. Passons à présent au second sujet. Non, il a terminé, Ousseini, en fait. Il a tout dit, en fait. Il a rejoint ce que vous avez dit, en fait. Il ne faut pas prendre les gens pour des crédules. 10 000 combattants dans le Sahara, là. Non. Je lis même quelque part, on dit qu'ils ont même des camps dans leur camp. Non, vraiment, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas du tout la route. Même les anciennes rébellions n'ont pas de base, n'ont pas de base connue. Même le MNJ n'a pas eu 10 000 hommes. Voilà. Alors, le MNJ n'a pas eu 10 000 hommes. C'est pas possible. 10 000 hommes, vous savez ce que c'est 10 000 hommes? Des choses comme ça, il faut que l'État ne donne pas l'occasion à d'autres de pouvoir faire ça demain. Et voilà, et nous allons passer donc au second sujet du Forum de la presse de ce soir. La 32e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne a été célébrée samedi dernier. C'est le Premier ministre Oumoudou Mohamedou qui a procédé au lancement officiel des activités de cette journée du 13 mai, édition 2023, dont le thème est Femmes et développement. Un thème qui vise à promouvoir l'autonomisation des femmes et leur pleine participation au développement socio-économique du Niger. Rappelons que cette journée dédiée à la femme nigérienne a été instituée par décret en novembre 1980
1992. C'est une journée donc pour commémorer la marche historique des femmes le 13 mai 1991, des femmes qui étaient sorties massivement donc pour demander une meilleure représentation dans la commission en charge de la préparation des travaux de la conférence nationale souveraine. Maïmoune Diado, que symbolise cette journée pour l'ensemble des femmes nigériennes? Oui, ça symbolise beaucoup de choses, puisque vous venez de relater l'histoire, que c'est en 92, que ça a été institué en novembre, parce que tout simplement en 91, les femmes ont décidé de battre le pavé pour réclamer une meilleure représentation au sein donc, du comité préparatoire pour la conférence nationale. Je me dis que c'est vraiment une bonne chose de rappeler l'histoire et de permettre aux femmes nigériennes de commémorer chaque année, en tout cas la date du 13 mai. Et ça fait 32 ans. Et quand on regarde de 91 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait en termes de positivité, on peut dire que le Niger a gagné quand même. Les femmes ont en tout cas beaucoup persévéré dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, on parle de l'autonomisation de la femme. C'est vrai, chaque année, c'est un thème qui revient, l'autonomisation de la femme. Mais qu'est-ce qu'elles sont en train de faire pour réfléchir pour que cette femme soit véritablement autonome financièrement? Là, c'est la grosse question qu'il faut se poser. Parce que ces dernières années, on a pratiquement oublié les femmes qui sont en souffrance au niveau donc, de ces villages, les femmes rurales. Parce que ce sont les femmes rurales là, qui ont besoin d'être autonomisées, pas les femmes citadines. Et quand on regarde, quand on dit 52%, plus de 52% de la femme nigérienne représente plus de 52%, j'ai toujours dit que les 10%, ce sont les femmes citadines. Ce qui reste, c'est vraiment les femmes rurales. Mais quand on vient dans une salle, du Palais des Congrès de Mahatma Gandhi, et qu'on réunit les femmes avec les couleurs à l'effigie donc du pagne du 13 mai, et qu'on tienne des discours, et qu'on s'arrête, la journée c'est fini. Moi, je pense qu'il n'y a pas de réflexion qui est en train d'être faite, en tout cas pour l'autonomisation de la femme. C'est vrai, la population nigérienne dans son ensemble est rurale à plus de 80%. Voilà. Donc, les femmes, dans leur grande majorité, sont dans ces milieux ruraux. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète? Mais ce que je suis en train de dire, c'est ça que je suis en train de dire. Pour réussir à aller vers l'autonomisation de la femme, il faut d'abord mettre l'accent sur la femme rurale. Parce que c'est elle aujourd'hui qui est en train de souffrir. La femme citadine ne souffre pas comme la femme rurale. Aujourd'hui, quand on regarde les changements climatiques, ça a plus d'effet sur la femme rurale que la femme citadine. Mettre les conditions pour que cette femme soit autonome, ça veut dire que quand vous regardez même le nombre de femmes qui étaient présentes au niveau donc, du Palais des Congrès, avec l'effigie du pagne, mais faites un total. Le pagne a coûté 10 000, ou moins de 10 000. Même si ce n'est pas 10 000, ça peut être 8 000 ou 9 000. Au moins 5 000. Oui, non, ça dépasse parce que j'ai l'habitude d'acheter. C'est-à-dire minimum 5 000. Non, ça dépasse les 5 000. Ça dépasse les 5 000 parce que ça atteint 10 000. Quand vous regardez 10 000, vous faites le total d'abord, 10 000, 10 000. Même s'il y a 100 personnes, il faut faire le total. Maintenant, pour coudre ça aussi, il faut dépenser parce qu'il y a d'autres qui coudent le pagne là jusqu'à 25 000 francs, à hauteur de 20 000, 25 000 francs. Donc, quand vous faites le calcul, tout ça là, moi je me dis que ça ne vaut même pas la peine. Cotiser l'argent là, cotiser l'argent des pagnes là. Est-ce qu'on est obligé aujourd'hui d'acheter des pagnes pour un 13 mai? Non. Essayez de changer les choses, de réfléchir à comment est-ce que vous allez soutenir, ne serait-ce que les femmes rurales. Détecter là où cette année, on doit réfléchir pour pouvoir aider ces femmes-là. Et avec la cotisation de nos pagnes et autres là, amenant cette contribution au niveau de ces femmes-là. Les femmes-là n'ont pas demandé à ce que vous leur amenez le mil, le riz, le sorgho. Non. Les femmes-là, elles ont des créativités. Elles sont résilientes. Elles savent ce qu'elles veulent faire en termes de contribution. Maintenant, ce qu'elles ont, elles veulent, c'est l'appui financier.
amenez l'appui financier à ces femmes-là et vous allez voir ce que ça va changer. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a combien de femmes députées? Est-ce que chaque femme députée ne peut pas retourner dans sa région pour pouvoir aider quelques femmes, en tout cas, pour les amener à être des femmes résilientes, à aller vers l'autonomisation financière? Elles peuvent le faire. Il suffit tout simplement de réfléchir sur ça. Je ne dis pas que célébrer avec l'épargne, ce n'est pas bon, mais des fois, il faut changer de tactique. Il faut voir, parce que quand on pose une action, on revient l'année prochaine pour pouvoir évaluer l'action qui a été posée l'année passée. Donc, est-ce qu'il y a ces actions-là qui sont posées et est-ce qu'il y a en tout cas cette évaluation de ces actions-là pour pouvoir arranger, améliorer pour que l'année prochaine, on ne revienne pas encore pour être dans la même situation. 32 ans, je pense que ça devrait changer. Le quotidien de la femme, en tout cas rurale, devrait quand même changer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a des femmes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a des femmes qui n'ont pas accès à l'énergie. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne connaissent pas la télévision là qu'on regarde là. Elles n'ont pas cette possibilité de regarder ça. Elles n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'être soignées dans une case de santé. Parce que tout simplement, elles sont en difficulté. Elles sont en difficulté. Le pouvoir d'achat ne leur permet pas aujourd'hui de faire leur business comme elles le veulent. Donc il faut les soutenir. Gary Amadou, que peut faire le gouvernement pour accélérer cette autonomisation des femmes? D'abord, je pense que... En particulier les femmes rurales, comme Memouna a le souligné, en réalité, et favoriser leur participation au développement du pays. Memouna a tout dit. Pratiquement tout ce que je voulais dire, Memouna l'a dit. C'est-à-dire que, pour moi, elle a dit l'épargne, c'est pas qu'elle dit. Non, moi j'ai dit il faut laisser même cette histoire de pagne là. Non, parce que pour moi, ce qu'elle a dit est tellement vrai. Est-ce qu'on a fait un diagnostic des problèmes de la femme rurale? On fait d'abord, même au niveau des thèmes. Depuis qu'on a institué la journée de la femme, moi je n'ai pas vu un thème qui a trait à la femme rurale. Peut-être que j'ai oublié. Je n'ai pas vu un thème. Non, on choisit parfois des thèmes en lien avec la femme rurale, le développement en zone rurale. Mais il ne faut pas que ça soit juste un show. Ça arrive. Parce que je vais vous dire, ce qu'elle a dit concernant même les pagnes. Cet argent-là, si on demandait aux femmes, voilà où je vous dis que parfois certaines femmes sont hypocrites aussi. Si on leur dit, il y a des pagnes pour la journée, elles vont acheter le pagne. Mais si on leur dit, bon, toutes les femmes fonctionnaires cotisaient 10 000, on va aller faire un forage dans un village où on va aller et faire quelque chose de bien pour les villageois. Ils ne vont pas cotiser. Parce que vous savez, les femmes du village, là, elles souffrent de beaucoup de choses. D'abord, c'est elles qui vont chercher le bois. C'est elles qui vont au puits puiser de l'eau. Il n'y a pas de forage dans beaucoup de villages nigériens. Vous comprenez? Et ce sont ces femmes-là qui pilent le mil. Elles n'ont pas de moulin à grains. Ce sont des choses... Pour moi, la journée de la femme, le 13, on devait quand même trouver un moyen pour cibler un village, pour dire cette journée va être célébrée. Il n'y aura même pas de trucs au palais, le congrès. Non. Il faut délocaliser ça de Niamey. Non, c'est inutile. C'est de l'argent gaspillé. On vient, on fait des discours. Et puis, et la femme rurale, elle est là-bas dans le champ, en train de prendre l'eau. Pendant qu'ils sont en train de faire le truc. Les orchestres, ils disent non. Laissez ça. Chaque année, on cible un village nécessiteux. Parce qu'il faut faire pourquoi je parle de diagnostic? Il faut voir quels sont les villages qui n'ont pas de forage. Quels sont les villages qui n'ont pas de moulin à grains. Eh bien, on décide que cette année, c'est un village qui se situe dans telle région où ça sera célébré. C'est là-bas qu'il va avoir. Il n'y aura aucune cérémonie à Niamey. La femme de Niamey, c'est pas que je dis que la femme de Niamey n'a pas de besoin. Non. Mais la femme rurale, comme elle a dit, elle a le plus besoin. Et dans ce village-là, on a prévu telle chose pour les femmes, pour les soulager. L'année prochaine, on fait sur un autre village. Et puis quand la journée vient, on fait le bilan. Parce que l'année dernière, on a célébré la journée de la femme. Le diagnostic qu'on a fait, c'est que par exemple, en matière d'accès à l'eau, la femme rurale, voilà à quel stade elle est. Et quand on va célébrer l'année prochaine, on va faire l'évaluation. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça n'a pas bougé? Voilà le travail qu'il faut faire. Pas venir faire des discours. Non. Mais la femme, il suffit que vous voyagez, que vous allez voir comment est-ce que ces femmes-là souffrent. C'est une grande corvée. Hussein Issa, est-ce qu'il y a d'autres attentes des femmes par rapport à leurs conditions de vie et des attentes que le gouvernement peut prendre en compte pour pouvoir favoriser leur autonomisation,
comme cela est souhaité à Je travers commence le d'abord thème par choisi. dire que cette journée-là, c'est une journée pour une femme, une catégorie de femmes spéciales. N'est-ce pas? Femmes intellectuelles qui sont allées à l'école, qui ont un certain niveau, qui peuvent s'affirmer, s'exprimer et tout et tout. Même dans les centres urbains, il y a beaucoup de femmes qui ne savent même pas qu'il y a une journée de 13 mai. Et elles vont tranquillement à leurs occupations. Elles ne savent même pas c'est quoi 13 mai, tout ça. Qu'on cesse. Moi, j'ai dit qu'on cesse. Qu'on cesse de considérer que c'est à travers le discours qu'on peut changer les choses. Il faut des actes concrets. Le plus souvent, les projets qui interviennent même en direction des femmes, quand ces projets-là ferment, il n'y a plus d'accompagnement. Parce que de l'autre côté, quelque part, on a comme l'impression que bon, l'État s'est dit, il y a des acteurs qui interviennent sur le terrain, je n'ai pas besoin de m'impliquer davantage. Mais je veux dire une chose, c'est que ce n'est pas seulement concernant les femmes, concernant le développement de manière générale, ça dit, il faut chercher, il faut qu'on change de la façon de faire. Parce que cette façon de faire-là, où on est dispersé, on est totalement dispersé. Qu'on se dise, cette année, on va mettre l'accent sur tel aspect. Dans toutes les régions du pays, par exemple, concernant la femme, voilà l'aspect sur lequel on va focaliser les interventions et tout et tout. L'année d'après, on va focaliser les interventions sur tel aspect parce que c'est tel aspect qui fait, comment dirais-je, qui fait souffrir les femmes. On focalise toute l'année durant, on se dit, c'est dans ça qu'on va investir. À ce moment, quand on va faire le bilan, on va constater qu'il y a des avancées. Mais qu'on vienne comme ça, bricolage, un petit truc par là, un moulin par là, un truc, ça ne change pas la donne. Y compris à Niamey. Moi, je me dis quelque part, la journée a été instituée, c'est une bonne chose, c'est vrai. Mais moi, je dis, en 30 ans ou 32 ans, 32 ans, ça a changé concrètement quoi dans le quotidien, dans les conditions de vie de l'écrasante majorité des femmes. Pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Parce qu'on parle du quota, le monde rural est calqué. Attends, justement, c'est ça. On vous a bien compris. Oui. Voilà. C'est qui bénéficie de ce quota, de toutes ces choses-là? C'est celles qui sont allées à l'école, qui sont dans les partis politiques, qui bénéficient parce que c'est elles qui sont dans des positions institutionnelles qui peuvent leur permettre d'accéder à des postes de responsabilité. Oui, c'est qu'en fait, lors de sa journée, Maimoun l'a dit un peu, les femmes députées là, elles devaient chacune aller dans son village. Pour fêter, pour célébrer cette fête. Chaque femme députée devait aller dans son village pour célébrer. Merci beaucoup, on vous a bien compris et nous terminons le forum de la presse de ce soir avec ce récurrent phénomène de disparition de jeunes filles à Niamey. Beaucoup de citoyens accusent les conducteurs de taxi d'en être à la base. Il s'agit tout simplement d'une campagne tendant à discréditer l'honneur et l'image des conducteurs de taxi, a laissé entendre le secrétaire général du syndicat national des conducteurs de taxi, Synco Taxi, Gamake Mohamedou Yansambou, au micro de Studio Kalangu. Le phénomène continue à défrayer la chronique sur les réseaux sociaux. Mais Diado, de quoi s'agit-il réellement? Mais, comme tu viens de le dire, Michel, c'est sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on apprend beaucoup de choses. Parce que quand une femme sort ou une jeune fille sort pour dire ce qui lui est arrivé, donc, et qu'elle raconte que c'est dans un taxi et que c'est en complicité avec un taximan, mais nous, on ne peut dire que c'est de faire très attention quand tu rentres dans un taxi cette fois-ci. Parce que c'est quoi? Déjà, il y a la non-réglementation de cette situation de taxi. Niamey même ne peut pas contrôler. La mairie même, est-ce que la mairie même sait combien de taxis aujourd'hui la ville de Niamey possède? La mairie est censée le savoir puisque ce sont non, les administrateurs de la mairie, c'est eux qui donnent les numéros. Il y a un gros problème parce qu'aujourd'hui, est-ce que même si la mairie sait le nombre de taxis qui circulent aujourd'hui, est-ce que c'est dans les normes que les numéros là sont attribués? C'est ça aussi le gros problème. Parce qu'on peut être taximan et on peut être un dangereux individu. Mais oui, et quand on dit c'est la mauvaise graine, en tout cas, qui fait en sorte qu'on n'aura plus confiance à tous les taximans. Parce que tout ce qui se passe, quand ça fait une première révélation, une deuxième révélation, et qu'on parle que c'est dans un taxi, mais Michel, le Synco Taxi, la gamme, qu'il le veuille ou non, on aura toujours dire que, il aura beau à dire que ce n'est pas les taximans, mais nous, c'est les taximans qu'on voit. C'est vrai, il y a beaucoup de taximans qui sont propres. Oui, mais il y a beaucoup de taximans qui sont propres, mais il y a d'autres qui ce sont des voyous. C'est des criminels. Mais quand tu voles, tu veux voler une personne qui est dans ton taxi, tu veux l'amener quelque part,
et tu changes de direction, mais c'est à craindre. C'est vrai, c'est sur les réseaux sociaux, on entend tout, mais il faut préciser que les taximans ne sont pas responsables de toutes les situations de disparition de jeunes filles à Niamey. On a par exemple, l'année passée, c'était en juillet 2022, la direction de la police judiciaire avait fait une communication. Elle a permis, cette communication, de faire la lumière sur certains cas de disparition de jeunes filles. Et il s'agissait notamment d'un cas de fugue à Niamey de 2 jeunes filles qui ont été retrouvées après investigation à Konni et d'une fille égarée qui a été hébergée par une femme qui ne l'a pas signalée. Il a fallu donc attendre 1 mois après pour que la femme fasse la déclaration de cette fille de 13 ans dans un commissariat de police. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de cas différents. Qu'est-ce qui peut amener une fille à fuguer, c'est-à-dire quitter le domicile familial Revenons sur le comportement des taximans. Parce que l'excuse qui consiste à dire que non, on veut ternir l'image des taximans, non. Ce sont les taximans véreux et malhonnêtes qui ternissent l'image de leur profession. Pour moi, ce n'est pas les citoyens. Non, les citoyens sont victimes. La fille qui a raconté ce qu'elle a subi là, ça, ce n'est qu'un incident parmi tant d'autres qu'on a signalés concernant les taximans à Niamey. Ce n'est pas le premier. Il y a beaucoup d'incidents d'agression. Vous comprenez? Des femmes qu'on amène dans la brousse, on les viole. Il y a beaucoup de cas. Donc, ce n'est pas la première fois. Cette affaire-là, ça commence à devenir inquiétant. C'est pourquoi j'ai dit, moi, j'avais proposé un jour, il faut qu'on ait un fichier national des taximans où il y aura la photo de chaque taximan qui commence à exercer. Même celui qui a commencé, qui a exercé à un moment, qui a cessé, il y a son fichier. Il faut une enquête de moralité pour tous les taximans même s'ils sont 10 000. Dès maintenant, la police doit instituer un système d'enquête de moralité qui sera progressif. Bien sûr, chaque taximan est appelé à venir faire l'enquête. On va lui donner un document. Et la police de la circulation peut arrêter un taximan, lui demander, puisqu'il faut un délai. On va le dire, à partir de maintenant jusqu'à fin 2024, tu es tenu de faire l'enquête de moralité. Et après ça, si tu n'as pas l'enquête de moralité, tu n'exerceras pas. Et donc, les policiers de la circulation seront sérieux de contrôler cela. Sans cela-là, sans ce fichier national-là, ce fichier national qui sera accessible maintenant à tous les agents de police de la circulation sur leur smartphone. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ça se fait aux États-Unis. C'est-à-dire que dès que tu arrêtes quelqu'un, tu prends ses papiers, tu viens, tu as une machine devant toi, tu tapes son nom. Tu vas voir si quelqu'un... Parce qu'il se peut que parmi ceux qui sont en train d'être conducteurs de taxi, il y a des gens qui ont fait la prison. Il se peut. Mais puisqu'il n'y a pas d'enquête de moralité, c'est-à-dire que tu te lèves, tu achètes un taxi. Je pense que l'enquête de moralité est prévue pour les conducteurs de Ah, taxi. est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Je pense surtout, que c'est prévu. Je vais t'expliquer une chose. Mais peut-être dans la faisabilité, peut-être qu'il y a des failles. Il y a un système que les taximans ont institué qui est aussi préjudiciable, le système de Kamamine, ils appellent ça. Ça veut dire quoi? Le titulaire de la voiture... Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas propriétaires. C'est-à-dire que toi... Du véhicule. Qui sont pas propriétaires. C'est-à-dire que toi, c'est toi qui es censé conduire le véhicule. Mais tu n'informes pas le propriétaire. À midi, tu vois un ami, tu lui donnes le taxi. Bien sûr, il a le permis de conduire le taxi. Tu lui donnes ça, et puis celui qui va aller, il va t'amener un peu de sous. Et puis voilà, toi aussi, tu fais le versement. Ça, c'est un problème. N'est-ce pas? Et tant que je dis, on n'a pas un fichier national des taximans. Tu sais pourquoi c'est bon d'avoir le fichier national avec les photos? Une femme qui a agressé dans un taxi, dès qu'elle s'en sort, elle va au niveau du commissariat. On lui présente le fichier. Elle va voir le visage. Tous les visages des taximans qu'elle va voir, on va le faire défiler. Dès qu'elle va voir, elle va dire c'est lui. Vous comprenez? C'est là où c'est utile. On ne peut pas laisser continuer. Il y a des gens qui ont été assassinés par des prétendus, des supposés taximans. Il faut donc digitaliser. Non, il faut digitaliser. Il faut prendre des mesures dès maintenant. Hussein Issa, comment réussir à améliorer cette situation de disparition de jeunes filles sous ces diverses formes? Parce qu'il n'y a pas que le cas des taximans quand même. Il faut peut-être le souligner pour ne pas trop les indexer. Voilà. Je veux dire, il faut tenir compte d'une chose, c'est que la ville a grandi. Niamey a considérablement grandi. Niamey est en train de s'étendre pour aller jusque vers
au-delà de, comment avait dit, vers Kolo, par là, ici vers la route de Tilaberi, vers Walam. Bon, il faut tenir compte de cet aspect-là. Quand une ville grandit, il faut s'attendre à cette forme d'insécurité-là. Moi, je ne vais pas jeter l'opprobre sur les taximans, parce qu'aujourd'hui, les taximans, la plupart sont, l'écrasante majorité, je vais dire, honnêtes. Mais le problème qui se pose fondamentalement, il y a des taxis qui sont hors contrôle. Dans les quartiers périphériques, là, c'est quand tu vas vers la police qu'on peut te contrôler, non. Il y a des taxis qui circulent dans ces zones-là. C'est parce que c'est des zones éloignées, ils font leur machin. C'est la nuit seulement, ils descendent un peu vers le centre-ville. Alors, à partir de ce moment, c'est-à-dire que même le numéro de portière, là, ce n'est pas un numéro qui, normalement, qui est fiché là-bas. C'est un numéro que la personne a dit se confectionner pour pouvoir. Toi, client, tu n'as pas à te demander est-ce que c'est un numéro, ceci ou cela. Voilà le principal problème qui se pose. C'est pour ça que moi, je ne vais pas jeter en pâture les taximans. Il y a plein de gens. Il y en a, c'est la nuit seulement, ils circulent. Hein. Il y en a qui c'est la nuit à partir d'une certaine heure. 23h, minuit, c'est à ce moment. Oui, mais le gros problème, quand tu vois, le conducteur, il est dans un taxi. C'est pour ça que quand elle dénonce, elle dit taxi. Voilà. Un taximan. Il va donc finir, puisque nous sommes... que je veux dire. Il faut que les gens prennent leurs précautions, les parents prennent leurs précautions, parce qu'il y a des cas de fugue aussi. On est dans un contexte de pauvreté ambiante. Les filles, souvent, ont tendance à aller chercher un meilleur machin qui vont aller chez leur copains. Mais même dormir. Mais attends, le cas révélé par la police, c'est que je veux dire une chose. Les deux filles ont quitté même Niamey. Il y en a qui considèrent qu'ils vivent mal, dans des conditions d'extrême précarité, qui ont besoin de changer un certain nombre de choses, qui peuvent aller quitter chez elles pour aller vivre pendant une semaine, 2 semaines. On va penser qu'elle a disparu. Mais alors qu'elle est peut-être quelque part dans un quartier. Nous allons terminer. Quel conseil donnez-vous à ces personnes dans ce contexte d'insécurité, Maïmouna Diado? Mais même les filles font ça souvent. C'est des choses comme ça. C'est malheureusement... Moi, ce que je dis, en fait, c'est d'interpeller les parents que nous sommes. Par rapport à leurs responsabilités. Par rapport à leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut pas mettre tout sur le dos de l'État. Le premier responsable, c'est les parents. La responsabilité parentale. Oui. Deuxième responsabilité, c'est la société. Parce qu'on a tendance à voir et on se tait. Alors qu'avant, quand tu vois l'enfant de ton voisin ou la fille de ton voisin en train de faire certaines choses, tu l'interpelles. Mais s'il faut surveiller de près, c'est pas encore fini. Maintenant, c'est l'État aussi. L'État doit aussi assurer la sécurité. Et la sécurité, comment on l'a dit tout de suite, d'abord tenir le nombre de taxis là, de Niamey là. Il faut que l'État, aujourd'hui, si on demande, ils ont le nombre, ils ont les fichiers de tout et chacun. Voilà. C'est ça aussi. Et il faut également cette histoire de drogue qui est en train d'envahir nos villes, nos régions, et aussi fait partie de ces causes-là. Il faut mettre fin à tout ça. Il faut mettre fin à tout ça. Et je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'une fille a fugué parce qu'elle est dans de mauvaises conditions. Est-ce que ça, c'est une excuse pour fuguer chez ses parents, pour se retrouver avec un gaillard pendant 2 mois Il peut y avoir des conséquences désastreuses. Et le gros problème, pour toute la société. Les vraies victimes qui ont été enlevées, quand on assiste à des fugues comme ça, là, mais quand vous allez vers les commissariats, ils vont vous demander est-ce que la fille elle est normale. Quand vous dites que la fille est normale, elle est âgée de elle a quel âge? On va dire 16, 17 ans, on va dire madame, il faut retourner à la maison. Elle est chez un copain. Elle doit être chez un copain. Revenez 3 jours, 4 jours. Si elle ne revient pas, venez resignaler. Exactement. Et alors que dans d'autres cas, les vraies victimes qui ont besoin d'être secourues ont été kidnappées. En tout cas, pas par leur volonté. Et elles sont là, elles attendent que la police vienne les secourir. Vous voyez ce que ça fait? C'est des cas mélangés. C'est des cas mélangés, c'est vrai. Oui, Gary, il faut terminer. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une anecdote. Effectivement, on était parti une fois au niveau d'un commissariat concernant une fille dont le parent me dit qu'elle a été enlevée. Dès qu'on est rentré dans le bureau de l'inspecteur, il dit hey, il est parti. Il dit elle est chez un copain. Il dit des cas comme ça, là, on voit 1000. Il dit c'est même pas la peine d'oublier. Il dit c'est un copain. Effectivement, c'était ça. Elle était chez un copain. Et vous voyez, moi je pense que
Mais il faut d'abord que les conseil- parents... Elle a expliqué les responsabilités. Non, les Vous, responsabilités. quel conseil donnez-vous à ces enfants? Non, On le peut le conseil, dire, puisque c'est pas- souvent c'est pas c'est aux des en- mineurs en fait. Non, c'est pas aux enfants qu'on donne. Parfois, c'est Mhm. les parents. Les Il y a des parents parents, aussi, je vais vous dire, vous avez chaque nuit, Mhm. il y a des petits enfants, des petites jeunes filles qu'on voit dans les rues de Niamey. Mhm. Ça, c'est un problème. Parce que ça, c'est des victimes possibles. Ces filles-là peuvent être enlevées par quelqu'un. Mhm. Des filles, je vous dis, je vais dire les choses qui font de la prostitution. C'est pas un secret, tout le monde le sait. Mhm. Mais c'est grave. Des petites filles qu'on voit à certaines heures. Ça, c'est le grand problème, Michel, que l'État doit régler rapidement. Trouver un moyen de pouvoir réinsérer ces femmes-là. Si elles viennent d'une famille pauvre, parce que ce qui se passe, il y a des parents qui envoient leurs enfants. On dit, la petite, quand elle revient à la maison, elle vient avec un sachet noir, avec des poulets et des frites, et puis les parents mangent. Donc c'est devenu une sorte de truc. Ils en font un fonds de commerce. Et ça, c'est très grave, c'est très dangereux. Et donc, c'est ce problème-là qu'il faut régler. Il y a Ces une jeunes filles-là- communication au Conseil des ministres sur ça une fois. Oui, mais il faut agir. Et voilà, on vous a bien compris. Et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Maïmouna Gado, journaliste indépendante, Hussein Issa, journaliste indépendant également, et Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation et au journal Le Canard déchaîné. À la présentation, je suis Michel Dégé. J'ai été assisté par une équipe technique composée de Amina Hassan et Mustapha Ayouba. Merci à toutes et à tous et au revoir.